Vendre en ligne sans jamais même toucher un seul produit, ça paraît un peu fou, non? Eh bien, c'est exactement la promesse du dropshipping. Mais attention, entre le rêve qu'on nous vend partout et la réalité du terrain, il y a un monde, et surtout, il y a une stratégie. Et en 2025, croyez-moi, les règles du jeu ont bien changé. Alors on va décortiquer ça ensemble, étape par étape, pour voir comment monter une boutique qui, cette fois, cartonne pour de vrai. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi on parle d'une nouvelle ruée vers l'or numérique. Ensuite, super important, on va chercher notre filon, la fameuse niche rentable. Après ça, on s'attaque au concret, les produits qui marchent et les plateformes où les vendre. Puis on verra comment gérer tout ça comme un pro. Et enfin, on se projettera un peu pour voir l'avenir de notre boutique. Allez, on y va? Ok, première étape, la nouvelle ruée vers l'or numérique. On va essayer de comprendre c'est quoi ce monde et pourquoi est-ce qu'on devrait s'y intéresser. Parce qu'avant de plonger tête la première, c'est pas mal de savoir si la piscine est remplie, n'est-ce pas? On va voir l'ampleur de l'opportunité qui se cache derrière ce modèle. Bon, commençons par le tout début. Le dropshipping, c'est quoi au juste? Imaginez, c'est un peu comme être un agent immobilier, mais pour des produits. Votre boutique en ligne, c'est la vitrine, un client vient, il achète chez vous, mais ce n'est pas vous qui envoyez le colis. C'est votre fournisseur qui s'occupe de tout. Le stock, l'emballage, l'expédition. Le gros avantage, pas de garage rempli de cartons qui prennent la poussière, et surtout, un risque financier quasi nul pour se lancer. Et pour vraiment se rendre compte du potentiel, regardez-moi ce chiffre. 259 milliards de dollars. C'est gigantesque. Et ça, c'est juste la valeur estimée du marché des soins pour animaux de compagnie en 2025. Une seule niche. Très populaire en dropshipping, certes, mais une seule. Ça donne une petite idée de l'échelle et ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres. Bien. Deuxième partie, trouver sa niche rentable. On a vu qu'il y a un trésor, mais maintenant, la grande question, c'est où est-ce qu'on creuse? Et franchement, c'est peut-être l'étape la plus importante de toutes. Parce que se lancer sur un marché trop généraliste, c'est comme essayer de se faire entendre au milieu d'un stade en pleine finale de Coupe du Monde. Aucune chance. Alors que choisir la bonne niche, c'est comme avoir un micro et parler directement à un groupe de fans qui n'attendent que ce qu'on a à dire. Et le potentiel de croissance, il est juste vertigineux. Regardez ce graphique, ce sont les projections pour 2032. On parle de plus de 300 milliards de dollars pour les accessoires tech, plus de 400 milliards pour les animaux et, attention, plus de 1000 milliards pour la déco d'intérieur. C'est ahurissant. Le potentiel est clairement là, il faut juste savoir où se placer. Mais attention, la taille du marché, ça ne fait pas tout. Il y a un autre facteur crucial aujourd'hui, les valeurs. Les mentalités changent et vite. La preuve, c'est que 42% des consommateurs, soit presque 1 sur 2, préfèrent acheter auprès de marques qui ont des pratiques écologiques. Ce n'est plus juste une petite tendance de niche, c'est un véritable mouvement de fond. Et pour nous, c'est une occasion en or de se démarquer. Donc, si on résume, la clé c'est quoi? C'est de viser le point de rencontre parfait entre 3 choses. Une forte demande du marché, un vrai potentiel de croissance et, si possible, un sujet qui nous passionne un minimum. Et des catégories comme la tech, les produits durables, les articles pour animaux ou même la beauté, eh bien, elles cochent souvent toutes ces cases. Allez, on passe à la troisième partie, les produits gagnants et les plateformes gagnantes. Ça y est, la niche est choisie. Maintenant, on retrousse ses manches et on passe au concret. La question est simple. Qu'est-ce qu'on vend exactement? Et surtout, où est-ce qu'on le vend? Et là, il y a un truc super important à comprendre. Toutes les plateformes ne se ressemblent pas. Vendre sur TikTok, ce n'est pas la même chose que vendre sur Instagram. La stratégie est complètement différente. Sur TikTok, c'est le royaume de l'achat impulsif, du produit fun, visuel, pas trop cher. C'est rapide, c'est viral. Sur Instagram, c'est différent. On est plus dans la construction d'une image de marque, une esthétique léchée. On inspire confiance pour vendre des produits un peu plus chers. Pour illustrer, il suffit de penser à tous ces produits qui cartonnent sur TikTok. Vous savez, le fameux hashtag TikTok made me buy it. Les mini-mixeurs portables, les lampes qui projettent un coucher de soleil, les humidificateurs en forme de nuages. Ce sont des produits qui ont tous un point commun. Ils sont hyper visuels, pas très chers et parfaits pour une petite vidéo virale. C'est exactement ce qui fonctionne sur cette plateforme. Ok, c'est bien beau tout ça, mais la question à 1 million, c'est comment on les trouve, ces fameux produits gagnants? On a vu le quoi. Maintenant, passons au comment. Voyons les méthodes concrètes pour dénicher la perle rare. Alors, pour ne pas se fier à son intuition, ce qui est souvent une mauvaise idée, voilà une méthode en 4 étapes qui marche. 1. On va fouiller sur les grosses marketplaces comme Amazon ou AliExpress dans notre niche. 2. On repère les produits qui se vendent le mieux. On regarde les chiffres de vente. 3. On vérifie que la tendance n'est pas en train de s'effondrer avec un outil gratuit comme Google Trends. Et 4, petite astuce de pro, on utilise des outils pour espionner les pubs des concurrents et voir ce qui fonctionne déjà. C'est une approche méthodique qui limite vraiment le risque de se planter. 4e étape, gérer son entreprise correctement.
Parce que, soyons honnêtes, avoir le bon produit, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Là, on entre dans les sujets un peu plus sérieux, les défis qui font vraiment la différence entre un petit business qui dure 6 mois et une véritable entreprise qui se développe sur le long terme. Et avant même de faire la moindre vente, il y a une étape, disons, un peu moins fun, mais absolument essentielle, la paperasse. Oui, il faut enregistrer son entreprise, obtenir les bons numéros d'identification, les permis. Ça peut paraître rébarbatif, mais c'est ce qui pose les fondations. C'est non négociable si on veut construire quelque chose de solide et dormir sur ses deux oreilles. Maintenant, un petit point technique, mais qui peut littéralement saboter l'expérience client si on n'y fait pas attention. Les Incoterms, c'est un nom un peu barbare pour désigner les règles du commerce international. En gros, ça répond à une question toute bête, mais cruciale. Quand le colis arrive à la douane, qui paie les taxes, le vendeur ou le client? Et là, la différence est juste énorme. Il y a 2 options principales. Le DAP, où c'est le client qui se retrouve à devoir payer des frais de douane à la livraison, c'est la recette parfaite pour un client furieux et un avis à 1 étoile. Et puis il y a le DDP, là c'est le vendeur qui prend tout en charge en amont, le client paie une fois sur le site et c'est tout. C'est transparent, c'est propre et c'est la seule façon de garantir une bonne expérience. Mais gérer son business, ce n'est pas que de la logistique. Pour construire une marque qui résonne en 2025, il faut être plus que ça. Il faut être responsable. Et ça nous amène à une question de fond. D'où viennent nos produits? C'est tout le sujet de l'approvisionnement éthique. Cette citation résume parfaitement l'idée. Le dropshipping éthique vous positionne à l'intersection du profit et du sens, où faire le bien et bien faire ne sont pas mutuellement exclusifs. C'est exactement ça. Choisir des fournisseurs qui traitent bien leurs employés, qui font attention à l'environnement, ce n'est pas juste pour se donner bonne conscience, c'est devenu un argument marketing extrêmement puissant, qui peut vraiment créer un lien fort avec les clients. Et voilà, on arrive à la dernière partie, l'avenir de sa boutique. On a assemblé pas mal de pièces du puzzle. Mais maintenant, où est-ce que tout ça nous mène? On va prendre un peu de recul pour synthétiser et se projeter. Finalement, si on doit tout résumer, le succès d'une boutique de dropshipping repose sur 4 grands piliers. 1. Une niche bien choisie, rentable. 2. Des produits qui cartonnent. 3. Une stratégie marketing qui vise juste. Et 4. De plus en plus crucial, des fournisseurs qui sont à la fois fiables et éthiques. Si un seul de ces piliers est bancal, c'est tout l'édifice qui risque de s'écrouler. Et pour finir, une question qui est peut-être la plus importante de toutes. Au-delà de juste vendre des trucs, quel problème est-ce que cette future boutique va résoudre? La réponse à cette question, ce n'est pas juste un slogan marketing. C'est l'âme du projet. C'est ce qui fera la différence entre une boutique qui vend et une marque qui inspire et qui dure.